L'école militaire à Paris. Il est 7 h du matin. Le chef d'état-major des armées, le général Jean-Pierre Kelch, quitte sa résidence. Sa voiture blindée l'attend. Chauffeur, garde du corps. Nous sommes mardi dernier, au 7e jour des frappes aériennes. Vous vous attendez à une journée dure? Vous savez, en ce moment, toutes les journées sont assez dures. La situation dans les Balkans est quand même une préoccupation constante et très lourde. Et quel est votre rôle exactement dans cette crise? Dans l'immédiat, mon rôle, c'est majeur. C'est celui de conduire l'emploi des forces dans le cadre de la participation française et de donner aux politiques tous les éléments d'appréciation de la situation militaire. Parmi les forces du général Kelch, en première ligne, le bataillon interarmes. Nous sommes en Macédoine, à quelques kilomètres de la frontière serbe. 1200 soldats français sont répartis dans la nature pour éviter d'éventuelles représailles du côté serbe. Par sécurité, le PC change de place toutes les 48 heures et aujourd'hui, il s'est installé dans un champ. Nous voilà arrivés au PC tactique du bataillon avec ces véhicules principaux, tous les moyens de transmission qui nous permettent d'être en liaison avec le général. Ces hommes étaient venus faire respecter la paix au Kosovo. Alors en attendant que des accords soient signés, ils observent. Mais actuellement, on a tous les renseignements qui nous arrivent des unités déployées sur le terrain, collectés ici au niveau de ce VAB renseignement et exploités, puis transmis à l'état-major. Alors, ils nous ont rendu compte d'une nuit assez calme, malgré des incidents, je dirais, assez traditionnels, des tirs, quelques explosions. C'est logique dans la mesure où nous sommes très proches de la frontière. Nous nous trouvons dans cette zone et nous avons à 6-7 km à notre nord la frontière avec l'ex-Yougoslavie. Vous êtes à portée d'artillerie serbe? Nous sommes à portée, bien évidemment, des tirs d'artillerie serbe. Pour l'instant, il n'y a eu aucun tir. Et naturellement, nous jouons la carte de la dispersion et de la mobilité pour diminuer la vulnérabilité. Dès qu'une crise survient dans le monde, c'est d'ici que les troupes françaises sont commandées. Dans un bunker enterré sous le ministère de la Défense, boulevard Saint-Germain. Le site est classé confidentiel défense. Les portes sont blindées. C'est le centre opérationnel interarmé, le COIA. On nous a laissé pénétrer dans ce sanctuaire 48 heures durant, sur autorisation spéciale. On garde ici un œil sur tous les points chauds de la planète, même en pleine affaire du Kosovo. L'homme qui dirige ce point névralgique, c'est le général Dolor. Bon, ici, vous avez la cellule Afrique. Le colonel qui se trouve placé là s'occupe de toutes les crises qui malheureusement sont nombreuses dans ce théâtre. Là, le monde, c'est un officier de marine qui, lui, s'occupe du Moyen-Orient, du Pacifique, des Amériques. Le colonel de l'armée de terre, lui, est un spécialiste du théâtre national et des dom-toms. Mais le plus étonnant, en pleine crise, c'est le calme qui règne ici. Bon, le centre opérationnel, c'est vraiment une entité très particulière. Pourquoi? Parce que on vit en dessous en permanence. C'est vraiment le lieu où on gère les crises. Où à la fois vous avez la conduite des opérations et également la préparation de toute cette évaluation générale qui permet à nos autorités de prendre les décisions d'engager ou de ne pas engager nos forces dans telle ou telle opération. C'est-à-dire que vous préparez tous les scénarios possibles et ensuite ce sont les hommes politiques qui décident? Oui, nous préparons un certain nombre de scénarios avec des avantages et des inconvénients, des risques, des conditions, et eux-mêmes valident ou pas ces conditions, en rajoutent d'autres, acceptent ou n'acceptent pas tel niveau de risque, et à partir de là, on définit très précisément les ordres qui vont être donnés aux forces. On ne nous a laissé tourner que le début de cette réunion, bien sûr. C'est le débriefing quotidien du staff du chef d'état-major des armées. Il est 8h30. Toute la chaîne de commandement pour la conduite des opérations se trouve réunie ici. On y trouve aussi bien le directeur du renseignement militaire que le commandant des opérations spéciales. Ce sont les plus hauts gradés dès qu'une intervention a lieu. Ce qu'il y a dedans, je comprends bien la fusion en fait, des informations des uns. Depuis le début des frappes, nous sommes les premiers visiteurs à avoir eu accès au porte-avions Foch. À l'intérieur, la salle des opérations.
Les hommes qui y travaillent ne voient jamais la lumière du jour. Ils suivent sur leur radar la crise en direct, sous le regard du commandant. Nous sommes au 6e jour des frappes et les avions du Foch n'y ont pas encore participé. Alors ils s'entraînent à quelques encablures des côtes serbes. Nous sommes à quelle distance de la Serbie, là? Nous sommes à peu près 150 km de la Serbie, derrière moi dans cette direction. C'est important de s'entraîner en permanence comme ça en état d'alerte? Oui, lorsqu'on est en état d'alerte, il est important de s'entraîner, notamment pour les pilotes qui ont besoin d'un entraînement régulier. La technique de l'appontage est une technique difficile et ils ne peuvent pas rester durablement sans voler. À bord, un homme suit de très près toutes les opérations. Guerre oblige, l'amiral Koldefy et son état-major ont pris leur quartier sur le Foch. Au revoir mon général, à ce soir, merci. Il est en liaison permanente avec Paris. À mon niveau, je contrôle l'exécution des missions qui sont ordonnées. Je vérifie en clair qu'elles ne sortent pas d'un cadre qui m'a été fixé. Et je suis habilité à donner un veto si je considérais que tel est le cas. Je puis vous affirmer que pour le moment, ce n'est pas le cas. Paris propose, l'OTAN dispose, et les pilotes, eux, attendent les ordres. On se trouve où, là? On se trouve dans la salle d'alerte des pilotes de Super Étendard. Le Super Étendard, c'est l'avion d'attaque au sol qui se trouve à bord du porte-avions. Et je vous demanderai de ne pas trop filmer dans cette salle, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont protégées. Et donc ils peuvent partir sur ordre à tout moment? Ils peuvent partir sur ordre à tout moment. En combien de temps ils seraient sur place? En alerte, ça relève du secret militaire, mais ça peut être très rapidement. Visite dans les entrailles du Foch. Le commandant nous ouvre les portes d'un lieu à l'accès généralement très réservé, la soute à munitions. Un véritable coffre-fort où chaque pièce coûte ici plusieurs millions de francs. Nous sommes ici dans le local de préparation des munitions, dans lequel sont stockées les munitions qui sont en attente de montage sur les avions. Vous avez vu les mêmes sur les avions là-haut. Si vous deviez intervenir sur les frappes, c'est ces bombes qui seraient utilisées? Alors on utilisera en premier celles qui sont montées sur le pont, sur les avions qui sont en alerte pour partir en vol. Et puis au retour des avions, il sera recomplété avec ces munitions-là. Tout est ici? Non, vous avez ici à peu près 1/10 du stock du porte-avions, qui permet le reste étant stocké en soute, et serait monté le cas échéant. Autre mission du Foch, plus discrète, celle des commandos. Leur rôle, récupérer à bord de ces hélicoptères les pilotes abattus par l'adversaire. Est-ce qu'ils ont décollé quand l'avion américain était abattu, par exemple? Le dispositif des Super Frelons à bord du porte-avions Foch a décollé du porte-avions le 27 mars et s'est reposé à bord du porte-avions le 28 mars. Je ne peux pas vous en dire plus. Donc ils ont participé à l'opération de sauvetage du pilote américain? Ils ont fait partie de l'ensemble des moyens qui ont été mis en place. Et comment ça se passe? Ils décollent tout de suite, ils vont sur place et ils reviennent? Comment ça se passe? Je ne peux pas vous répondre. En combien de temps est-ce qu'on récupère un pilote? Je ne peux pas vous répondre non plus. Comprenez que c'est une mission qui reste très spéciale et que la sauvegarde des pilotes est assurée par la discrétion sur ces genres d'opérations. Aujourd'hui, 2000 marins français sillonnent la mer Adriatique. Ils ne savent toujours pas combien de temps ils vont y rester. Centre de commandement à Paris, le chef d'état-major retrouve ses deux adjoints, le général Delcourt, l'homme chargé des opérations, et le général Delors. Il faut reboucler avec le schéma DRM. Le programme de toutes les missions aériennes pour la journée a été arrêté la veille par le grand quartier général de l'OTAN. À Paris, on vérifie toutes les missions, à la fois le sens militaire et politique qu'elles vont avoir, ainsi que leur réalisation technique. Il n'y a pas de point particulier. Au plus loin, ça va faire combien? 20 minutes. On alerte. On alerte là. Et au plus tardif, 1 heure. Oui. Oui, mais attention, ils sont alerte 1 heure plus le transit. Oui, le transit. Ça peut nous amener à 2h30, quelque chose comme ça. Pour nous, 1h30, 1h30. Le général Kelch laisse ensuite la conduite des opérations à ses hommes pour rejoindre son bureau. Paradoxe, voici un chef qui commande les troupes françaises et qui doit déléguer une partie de ses pouvoirs militaires à un autre général, l'américain Clark, commandant en chef de l'OTAN à Bruxelles. Tu veux boire un petit café? Mais on conserve à Paris un droit de veto et de regard sur l'utilisation concrète des troupes françaises pendant cette intervention. Nous confions nos forces pour une mission précise, nous en gardons le contrôle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur faire autre chose. Elles ont été prêtées pour cela. Travailler au sein d'une alliance, je veux dire, ça ne peut pas être du gâteau tous les jours, non? Vous connaissez la citation de Foch.
qui disait qu'il admirait moins Napoléon depuis qu'il savait ce qu'était une coalition. Tous les matins, le chef d'état-major des armées n'a qu'à traverser la cour pour se rendre chez le ministre de la Défense, Alain Richard. Depuis le début des opérations, on y tient une réunion de crise quotidienne. Il y retrouve le chef du cabinet militaire de Lionel Jospin, mais aussi le chef d'état-major de l'Élysée, l'amiral Delaunay. Des conseillers civils et militaires de plusieurs ministères, les affaires étrangères, la défense et les services du Premier ministre. Ce matin-là, nous ne pourrons pas savoir si Alain Richard croit un seul instant à la tentative de médiation en cours. Nous sommes mardi matin, le Premier ministre russe, Alexis Primakov, se trouve alors à Belgrade pour rencontrer le président serbe, Milosevic. Je dois simplement vous proposer donc de faire, j'allais dire comme à l'habitude, un point sur les différents théâtres d'opération, mais avec principalement le Kosovo, bien sûr, en première ligne, et en regardant les événements en qui France, se déroulaient la conduite des affaires de la guerre n'est jamais tout à fait laissée aux militaires. Les options sont toujours un compromis diplomatique, militaire et politique. Bon, vous avez ce qu'il vous faut, messieurs? Il décolle, ils vont au-dessus de la Bosnie, à 4 ou 6. Là, ils surveillent la frontière en compagnie d'un AWACS. Si l'AWACS détecte un MiG-29, un MiG-21 qui commence à se rapprocher de la frontière, ils se mettent en position pour pouvoir le tirer. Nous sommes au cœur du système aérien français dans l'OTAN. Il est midi, ces pilotes partent en mission de surveillance aérienne. À cet instant, nous n'avons pas le droit de leur parler. À quelques minutes du départ, rester concentrés est pour eux un gage de survie. Ils font partie des 26 chasseurs français mis à la disposition des Alliés. Parmi eux sur la base, des Mirage 2000 d'attaque au sol avec leur armement. Ça, ce sont les bombes que vous lâchez lors des raids? Alors c'est une bombe à guidage laser que nous lâchons effectivement dans nos raids et que nous utilisons pour sa précision puisque elle est utilisée avec cet équipement qui est un pod de désignation laser à caméra thermique dont la fonction est d'acquérir l'objectif grâce à sa caméra et d'émettre le faisceau laser sur lequel la munition va se diriger. Une fois en vol, les Français doivent travailler avec les Alliés. Radars anglais ou ravitailleurs américains par exemple, toutes les composantes doivent donc être parfaitement coordonnées. Ça n'est pas une difficulté particulière parce qu'on a l'habitude de travailler avec les Alliés quand on est en France ou en vol au-dessus de l'Allemagne. Donc c'est vraiment pas une difficulté. La seule difficulté pour les vols opérationnels que nous faisons au-dessus du théâtre yougoslave, c'est qu'il y a un risque et puis il y a surtout une mission à accomplir où il n'est pas question de se rater. 18 h, les Mirage 2000 rentrent à la base. Mission accomplie. Ce jour-là, ils n'ont pas rencontré d'adversaire. Après 6 heures passées dans leur cockpit, les pilotes sont sonnés. 6 heures plaqués sur leur siège à plus de 1500 km/h. Et comme à chaque mission, ils ont perdu 2 kilos. Encore groggy, le chef de la patrouille accepte de nous répondre. C'est la cassette que vous aviez là, bonjour, dans la main. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'enregistrement vidéo de ce qu'on voit en tête haute, c'est-à-dire en fait vers l'avant de l'appareil. Ça va être analysé ensuite? Ah oui, tout à fait, il y a le son, il y a également de l'image, on va pouvoir analyser ce qui s'est passé, pouvoir retransmettre un petit peu, débriefer, essayer d'améliorer les choses, et puis s'il y a des choses intéressantes dessus, pouvoir en parler un peu. Est-ce qu'on a peur en vol sur des missions comme ça? Quelqu'un qui n'a pas peur, je pense qu'il est un peu inconscient. Tout le monde a peur, mais enfin maintenant, après, il faut savoir gérer et puis en sortir ce qu'il faut. Fin de journée pour les pilotes français. Ces images ont été prises par les avions français lors des 2 premières journées de frappe. Il ne suffit pas de toucher les cibles. Toutes les frappes sont filmées, puis analysées. Ces films permettent de dire si la cible a été atteinte, ils permettent de se faire immédiatement au retour de la mission une estimation assez précise du succès de la mission. Mais par contre, il y a un deuxième temps qui est l'analyse du dommage infligé à l'objectif. Ça, il faut des personnes spécialisées pour le faire, pour se rendre compte si l'objectif a été détruit, endommagé ou si l'objectif est indemne. Ça a été une gageure de mettre une caméra ici. C'est la direction du renseignement militaire, toujours dans le bunker parisien. Des spécialistes par pays, par technique.
Certains savent casser des codes, chiffrer des transmissions ou ont d'honorables correspondants à l'étranger. C'est ici qu'arrivent toutes les images pour être analysées, comparées. Tout est bon, depuis les photos satellites jusqu'à celles des touristes. Et même les images des drones, ces petits avions téléguidés, sans pilote, mais avec appareil photo, qu'on utilise actuellement dans ce conflit pour repérer des objectifs ou vérifier les dégâts causés. Vol de nuit pour les Mirage 2000D français. Leur spécialité, l'attaque au sol. Leur mission, bombarder les positions serbes. Nous sommes en plein raid aérien, dans la nuit de mardi à mercredi, au centre de commandement à Paris. Le chef d'état-major est présent en civil. Il est minuit, on ressent une vraie tension. Le général est revenu de chez lui précipitamment. Ce soir, il a 2 soucis. Ils sont tous les 4 en l'air. Hein, leur décollage exact, vous l'avez? Okay, we're going to cancel the call right now. Hold on, please. Il est au bout, mon colonel. C'est celui du bout, là. Ah ben, j'attends 2 choses à la fois là. Et j'attends l'exécution de la mission là, qui est en cours actuellement là. Et les avions sont en approche de l'objectif. Et j'espère que ça va passer et que ça va bien se passer. Et puis j'ai une autre affaire en cours sur des affaires avec l'OTAN sur les choix d'objectifs. Donc j'attends 2 choses à la fois, ce qui est d'ailleurs assez confortable. Ça évite de se fixer trop sur une seule inquiétude. Le général aura bien l'OTAN au téléphone, mais il apprendra que les avions doivent rentrer, sans larguer leurs bombes, à cause des nuages. Le deuxième strike est annulé, semble-t-il. C'est pas bon signe. Non. Ça, c'est pas bon signe. Ça, c'est ce que m'a dit le général Brévoux. Voilà. Il a vu le deuxième strike faire demi-tour. Dommage de voir les gens qui partent jamais. Peut-être qu'ils nous font une bonne météo là. Ouais. Oh, ils ont pas tiré. Ah bon? On sait pourquoi. Bah, mettez-vous. En théorie, ils ont fait demi-tour. Déjà la veille, nous avions assisté à des retours de mission sans que les avions français aient pu tirer, soit pour cause de mauvais temps, soit pour d'autres raisons. Il y a un événement qui n'avait pas été pris en compte, ce sont les réfugiés. On a eu l'information qu'il y avait des réfugiés qui seraient probablement à proximité. Donc dans ces conditions-là, étant donné qu'on était déjà stressé par ce problème de dommages collatéraux, on a préféré tout annuler. Casque lourd obligatoire, sécurité maximum à la French Brigade depuis le déclenchement des frappes. Morning, Kiss. How are you? Le patron ici, c'est lui, le général Valentin. Il était venu pour commander la force d'extraction, mais vu les événements, son rôle a changé. Ses partenaires de l'OTAN et lui devront demain faire respecter les éventuels accords de paix au Kosovo. Morning. Le général nous convie au briefing du matin, à la surprise de ses collaborateurs. Depuis le début des frappes, la position de ces hommes est délicate. Ils ne peuvent plus être une force de paix, mais ne sont pas prévus pour être une force de guerre. Je pense que les frappes aériennes sont destinées à faire fléchir la volonté de M. Milosevic et leur efficacité devrait avoir leur effet dans peu de temps. Vous pensez qu'elles suffiront? Nous verrons bien. Et si elles ne suffisent pas, à ce moment-là, est-ce que vous seriez prêt à intervenir de façon terrestre ici si le politique vous le demande? Nous n'avons pas les moyens dans notre force d'intervenir en force au Kosovo. Nous avons été taillés pour pouvoir agir en tant que force de maintien de la paix. Nous avons donc des moyens offensifs très limités. Nous avons des moyens essentiellement de protection de la force elle-même. Donc la force n'est pas en mesure actuellement d'intervenir au Kosovo. Si un tel ordre devait arriver, combien de temps il faudrait pour vous réorganiser? J'estime qu'il faudrait plusieurs semaines.
Comment la population perçoit-elle votre présence? Dans la plupart des villages, il n'y a aucune hostilité. Nous évitons simplement les villages typiquement serbes pour ne pas faire de provocation. Mais nous nous sentons en sécurité. Depuis les frappes aériennes, vous avez été victime de jets de pierre, de choses comme ça? Oui, dans certains villages particuliers, il y a eu quelques axes hostiles. C'est pour ça que nous les évitons pour ne pas faire de provocation. Les yeux rivés sur la frontière, à quelques kilomètres du Kosovo et de la Serbie, les troupes terrestres de l'OTAN attendent. Elles savent qu'elles pourraient être en première ligne si les bombardements actuels ne suffisaient pas. Un objectif un peu plus bas. Elles savent aussi que le danger peut traverser la frontière. En effet, il y a moins de 24 heures, dans ces collines, 3 soldats américains ont été faits prisonniers par les Serbes.